Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Pour commencer, le tourisme qu'on a vu se développer au cours des 60 dernières années est à terre. Vous l'aurez tous constaté, il pourra évidemment plus jamais jouer le même rôle de locomotive économique qu'il avait jusque-là réussi à développer avec, avant la crise du Covid, pas moins de 10% du PIB mondial et un emploi sur 10. Alors évidemment, les professionnels du secteur, les universitaires, mais nous aussi, touristes, on réfléchit forcément à une nouvelle forme de tourisme, à un tourisme nouveau. Un tourisme qu'on voudrait plus solidaire, plus respectueux des populations locales, plus respectueux de l'environnement. Et c'est de ça dont on va parler ce soir au Musée des Confluences qui nous accueille, et on en est très heureux, dans l'exposition Macaille, un refuge en terre malgache. Exposition qui, comme l'ensemble du musée évidemment, est fermée au public. Mais ça nous a tenu à cœur à Pop Science, avec l'Université de Lyon, de faire résonner notre programmation du premier semestre sur les nouveaux imaginaires du tourisme, avec cette belle exposition, d'essayer histoire de faire vivre, autant que faire se peut, les expositions et les espaces muséaux qui nous manquent à toutes et tous. Donc voilà, il y a beaucoup d'images qui ont été prises dans l'exposition, on espère que vous pourrez bien en profiter. On va parler du tourisme responsable avec Étienne Faugier. Alors on est en Facebook Live, donc vos commentaires, vos questions, vos témoignages sont évidemment les bienvenus en commentaire. On nous les transmet ici en direct et on essaiera d'y répondre au maximum. On a à peu près 1 heure devant nous, donc ça va être assez intense. Madagascar est un laboratoire de ces nouvelles initiatives de tourisme responsable et en ce sens, on a envie d'aller un peu au-delà des discours, au-delà du marketing, au-delà du greenwashing, pour essayer de comprendre à quoi tient un tourisme durable, efficace. Plus largement, comment est-ce qu'on voyagera d'ici 50 ans ? Bref, la problématique à laquelle on s'attaque, Étienne, c'est vert, durable, solidaire. De quoi le tourisme responsable est-il vraiment le nom ? Donc pour tenter d'éclaircir, je suis ravi de vous accueillir, Étienne Faugier. Vous êtes historien, spécialiste des mobilités, du tourisme, maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2 et au laboratoire d'études rurales. Merci. Merci beaucoup de votre présence. Donc on va commencer par quelques éléments de contexte et de définition, parce que c'est important. Comment est-ce qu'on définit le tourisme responsable ? Est-ce qu'il faut seulement le comprendre en opposition à un tourisme qu'on dirait de masse ? Alors effectivement, il faut effectivement revenir à la base des définitions. Et il est vrai que le tourisme responsable, le tourisme durable, il y a beaucoup d'appellations que l'on trouve dans la littérature. Et le tourisme durable, le tourisme responsable a ses origines dans les années 90, quand on parle de développement durable. Et à ce moment-là, on transfère cette notion de développement durable au tourisme. Et donc le tourisme durable, c'est prendre en compte l'économie, le social et l'environnement des sociétés qui sont visitées. Et donc dans ce cas-là, effectivement, le tourisme durable et responsable, le tourisme responsable tend à mettre un peu plus d'emphase, d'insistance sur nous touristes, qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on va sur un lieu et de prendre conscience des dangers qu'on peut potentiellement faire à ce lieu. Oui, parce qu'il est là l'enjeu, c'est si on a donné l'adjectif de responsable au tourisme, c'est bien que de l'autre côté, il y en avait un qui était quoi ? Irresponsable ? Et c'est ça qui est la question, effectivement, ça commence à mettre en écart entre, effectivement, si on dit tourisme responsable, ça sous-entend tourisme irresponsable, de la même manière que si on dit tourisme durable, on aurait tendance à penser qu'il y a un tourisme périssable, donc une mise en danger, une irresponsabilité de la part des acteurs du tourisme. Et là, il faut comprendre les acteurs au sens large, c'est-à-dire les acteurs économiques du tourisme, les acteurs politiques aussi, et bien évidemment, surtout nous sommes tous touristes, et donc nous sommes tous normalement touchés par ce que l'on peut faire quand on voyage, et quand on va faire des loisirs et profiter de nos vacances, justement, dont on a besoin très fortement en ce moment. On va le comprendre un peu plus tard, décrypter le fait que le tourisme responsable soit à la fois une démarche volontaire qui part de nous, mais aussi une démarche collective portée par les acteurs du tourisme qui nous proposent ce à quoi on peut avoir accès. Continuons sur l'état des lieux, un petit retour historique peut-être sur les prémices du tourisme responsable. Oui, et effectivement, c'est quelque chose qui démarre. Alors, rappelons quand même d'une part que le tourisme naît au XVIIIe siècle et que le tourisme durable ou responsable apparaît il y a une quarantaine d'années. Donc on est vraiment sur quelque chose de très récent. Et ça a pris beaucoup de temps pour que les individus, individuellement et collectivement, prennent en compte qu'il faut
tenir compte de ce tourisme durable, tourisme responsable et pratiquer ce genre de tourisme. Et à titre d'exemple, puisqu'on est à Lyon, autant citer un des acteurs qui a participé parmi tant d'autres, c'est le voyagiste Atalante qui est spécialisé dans le trekking et ce que certains Lyonnais sûrement connaissent et même qui a d'autres succursales en France à Paris, qui a développé une charte qu'il a voulu faire signer en 1996 à ses voyageurs pour qu'ils respectent les conditions du voyage, c'est-à-dire ne pas photographier les populations quand elles ne souhaitaient pas être photographiées, respecter l'environnement, c'est-à-dire les déchets, et puis respecter aussi l'économie des sociétés visitées. Et donc ça commence par ces choses-là d'acteurs du tourisme, d'acteurs économiques, mais ça peut être aussi des acteurs politiques qui décident comme l'Organisation mondiale du tourisme, comme l'ONU, comme l'Union européenne, qui vont développer des chartes, des labellisations dans les années 90 et 2000. En 2017, a été instituée l'année internationale du tourisme durable par l'ONU. Et donc on voit bien que c'est un phénomène très récent et qu'il est encore à encourager et à accélérer. Et on se rend compte aussi d'une prise en compte et en considération des grandes institutions internationales et de certains opérateurs encore minoritaires à l'époque, et entre les deux, pas de levier encore. On va parler de ces leviers d'un tourisme plus responsable. Mettons les doigts dans la prise, si je peux dire, par quoi ça passe en priorité. Nous, premiers, sommes consommateurs de ces hotspots touristiques qui semblent être quand même le cœur du problème. Des croisières à 5000 personnes, des allers-retours Paris-Barcelone à 20 balles, des usines à ski, etc. Parlons de ces sujets-là. Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer d'abord pour changer les choses ? Alors certes, il y a déjà cette idée-là qu'effectivement, il y a des hotspots, donc des lieux touristiques qui sont victimes de surtourisme. Les gens connaissent bien Venise ou Barcelone, qui ont développé des politiques pour limiter cet amas de touristes à un moment donné, à un temps donné. Et donc des portiques, des protestations des populations locales qui vont protester contre ces touristes qui, justement, ne respectent pas la population locale, c'est-à-dire font du bruit le soir tout le temps, et surtout avec, comme vous le disiez, la question de l'économie un peu ubérisée, avec Airbnb qui va permettre finalement de voyager plus souvent et à moins cher. Et donc, effectivement, on a des problèmes sur ces hotspots. Et donc, il faut... éventuellement, c'est ce que souhaitent faire certains acteurs du tourisme durable et responsable, c'est-à-dire proposer de gérer les flux et proposer d'autres activités à d'autres endroits pour pouvoir essayer de réguler un peu ces flux de touristes, par exemple. Donc ça va être proposer des voyages un peu différents qui sortent des sentiers battus. C'est ce qu'on appelle notamment le détourisme. Et le choix du mot est assez c'est quoi, c'est décourager un peu C'est détour. On va faire un détour pour aller voir ailleurs et pas nécessairement être sur je dois aller voir à New York tel monument, tel site, mais bien faire des détours et aller voir ailleurs pour voir autre chose qui est aussi New York, mais différemment. Ce qu'on pointe là, un des enjeux liés aux effets délétères et à l'empreinte écologique du tourisme, c'est cette hyper-concentration sur une part infime au final de notre globe et de notre surface immergée, on va dire. C'est-à-dire que 90% du tourisme se concentre sur 2-3% de notre planète. Et cette hyper-concentration, du coup, le simple fait de rediriger les flux pourrait suffire. Alors ça ne suffit pas, c'est un des éléments, effectivement. L'autre élément, ça va être effectivement... Pour l'ensemble des flux touristiques, ça va être aussi un meilleur rapport aux sociétés et donc une meilleure répartition des économies. Notamment, il faut bien rappeler que la majorité des touristes encore aujourd'hui sont des touristes issus des pays du Nord, des pays dits riches et développés, des pays émergents qui arrivent, la Chine, l'Inde commencent à arriver, et effectivement qui vont voyager, alors souvent dans les pays du Nord. Et on a vu qu'il y avait des problèmes de surtourisme dans les pays du Nord, mais il y a aussi des problèmes de surtourisme dans les pays du Sud, puisqu'on va aussi dans les pays du Sud. Et donc, il y a un problème de rapport de flux de déplacement qui fait que les touristes vont effectivement du Nord vont s'agglutiner dans les pays du Sud et que les économies ne se rencontrent pas, qu'il n'y a pas un échange sur le même pied d'égalité. Parce qu'on est dans une économie mondialisée et qu'effectivement il y a une sorte de domination financière, politique, qui fait que peut-être l'argent investi par les touristes ne va pas jusqu'à la source du site visité.
Et ça, c'est un problème pour les sociétés locales. Donc ça, c'est intéressant. On va revenir en plus sur la sociologie des profils un peu des touristes tout à l'heure. Continuons sur ces populations. Un autre levier structurant du tourisme responsable, c'est des formes de solidarité avec les populations locales. Le respect d'un bien-être autochtone, si je peux utiliser ce mot-là, même si on tourne vers l'anthropologie. Comment, en tout cas, est-ce que ça se concrétise ou est-ce que ça peut se concrétiser ? Alors il y a plusieurs éléments, encore une fois, mais d'une part c'est une question d'éducation. Et il est vrai que j'imagine qu'il y a beaucoup d'adolescents et d'étudiants qui regardent peut-être le Facebook Live et qui savent qu'on leur enseigne ce que c'est que le tourisme et notamment donc le rapport à l'altérité, le rapport au respect et qui permet justement de comprendre l'autre. Et on est tous le touriste de quelqu'un d'autre et en ce sens-là, il faut respecter le fait d'aller voir des touristes. Et effectivement, nous-mêmes qui étons un pays qui est extrêmement visité, et on se plaint de ces touristes. Et donc on sait bien que quand nous sommes touristes, les populations locales ne doivent pas être en difficulté par rapport à notre présence. Donc il y a bien une question de respect qui commence par là. Oui, et d'autant plus pour remettre tout ça en perspective, que faire du tourisme responsable, c'est pas forcément le tourisme responsable dans une contrée lointaine, comme à Madagascar, c'est aussi à côté de chez soi. Oui, c'est tout à fait. Et c'est le Covid qui l'a effectivement montré. Puisqu'on a limité les déplacements, on peut faire du tourisme proche et effectivement être dépaysé, avoir un sentiment d'exotisme. Et ça, on va y venir, j'imagine, sur la question des imaginaires qui nous apportent. Et effectivement, le cinéma, la télévision, les romans, etc., nous donnent envie d'aller voir un paysage, mais qui n'a pas nécessairement besoin d'être lointain. On peut très bien aller au milieu du Massif central et être complètement dépaysé et apprécier la nature, le relief, la population, la gastronomie, et tout en étant aussi dépaysé que si on était à Bangkok. Oui, tout à fait. La révolution du tourisme, c'est aussi une révolution des imaginaires. C'est une révolution des imaginaires, effectivement, et les nouvelles technologies de l'information et de la communication l'ont montré. Toutes les plateformes, des réseaux sociaux, etc., montrent qu'il y a une augmentation. Dans l'imaginaire, il y a image, et on voit bien que les selfies, les photos que l'on prend, qui doivent être parfaites pour le retour des vacances et pour mettre sur les profils Facebook, surexposés, etc., avec les perches, avec une vraie... voilà. Et ça donne envie d'aller voir. Donc, effectivement, on veut la photo parfaite parce qu'on sait que ça va susciter une certaine distinction et qui montre effectivement qu'un tourisme responsable ou un tourisme durable va mettre en avant aussi ce côté à part du tourisme de masse, comme vous le disiez. Il y a une vraie séparation entre le tourisme responsable durable qui, lui, va aller dans des lieux précis, expérimenter le rapport avec la population locale et respectueux de l'environnement. Et de l'autre côté, le tourisme de masse qui va s'agglutiner, qui va potentiellement peut-être poser des problèmes à la population. La gestion des déchets à Venise est un problème. Dans les îles, et notamment, donc on est sur l'exposition Mackay à Madagascar, les îles, comment sont-elles alimentées vis-à-vis du continent en produits et ça, c'est important pour les acteurs justement économiques du tourisme d'avoir à gérer ces flux tout au long de l'année, des flux touristiques. Parce que l'enjeu du tourisme de masse, typiquement sur une île comme Madagascar, c'est effectivement d'approvisionner en confort, un confort qu'on a vendu. Que moi, voyagiste, je vends un confort dont le voyageur ne peut pas être privé. Et il est là l'enjeu, effectivement, un surtourisme tend les flux d'approvisionnement d'une île et crée des désastres écologiques. Oui, tout à fait. Et effectivement, et ça pose question pour justement, et là c'est le problème, c'est pour les acteurs locaux qui doivent gérer ces flux, qui doivent gérer le tri des déchets, qui doivent gérer le gaspillage éventuellement, et puis les déchets laissés, parce que tout touriste laisse une trace. Et le tourisme, il faut le dire honnêtement, et puisqu'on l'est tous, touristes, encore une fois, moi y compris, le tourisme met en danger chaque site qu'il visite et donc finalement s'autodétruit. On peut visiter, on peut faire du tourisme, mais l'environnement que l'on va visiter dans quelques années, on pourrait parler des îles Kiribati. On sait bien que si on les voit avec le réchauffement climatique, dans 50 ans, elles auront peut-être disparu. Totalement. Et pareil pour ce qui est du tourisme qui est en train de se développer, qui est le tourisme des pôles, en Antarctique et en Arctique, où les gens vont voir un monde en train de disparaître. Et ce faisant, mettent en danger ce monde-là. Donc,
on est dans une relation du serpent qui se mord la queue et qui pose problème. Et donc il faut imaginer un autre tourisme, un tourisme responsable et durable. Et là, effectivement, c'est d'avoir une conscience, d'abord une ouverture à l'altérité, comprendre l'autre et que dire que l'autre finalement c'est moi, et pas nécessairement profiter de sa semaine ou de son mois de vacances pour complètement tout oublier. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est touriste qu'on n'a pas des devoirs de vacances. Ouais. Et ça c'est important. On a des devoirs de vacances, des devoirs de citoyens, et c'est pas parce qu'on est à l'autre bout du monde que tout doit être oublié. Les deux, c'est pas parce qu'on est touriste qu'il ne faut pas de devoir de vacances, on va la retenir celle-ci. On va continuer à mettre les doigts dans la prise. Un autre sujet pour dresser un peu la sociologie du touriste et du touriste responsable, puisque mobiliser les imaginaires, le tourisme responsable doit le faire aussi pour en créer des nouveaux. Alors, j'ai envie de parler de l'élitisme du tourisme responsable, puisqu'il faut faire peu, voyager moins, peut-être un peu plus longtemps, mais voyager moins, plus sobrement, malgré tout, ça coûte plus cher. J'ai l'impression que les labellisations creusent d'écotourisme et de tourisme responsable ou de tourisme éthique, etc., creusent un peu les inégalités qui pouvaient exister. Alors déjà, entre trois types de populations. D'abord, celle qui n'a jamais voyagé, qui ne voyagera jamais, qui représente une majorité de la population mondiale. Celle qui peut se permettre de voyager un peu, dont on fait majoritairement partie, qui consomme un tourisme de masse, etc. Et une élite qui peut se payer le luxe du confort du voyage responsable et en plus l'afficher derrière. Oui, effectivement, et pour qu'il y ait tourisme, en fait, il faut qu'il y ait l'essor de deux classes. La classe élitiste, évidemment, puisque c'est elle qui est la première à pouvoir expérimenter ces voyages qui sont chers, etc. Et la deuxième classe, c'est la classe moyenne. La classe moyenne, c'est celle qui peut se permettre de vivre à la fin du mois et d'avoir une rentrée d'argent qui lui permet de pouvoir alimenter un potentiel voyage ailleurs. Et donc, ce faisant, effectivement, on a une certaine partie de la population qui ne part pas, clairement, ou qui ne souhaite pas partir. Il y a les deux cas. Mais dans tous les cas, ce tourisme responsable et durable est effectivement pointé, amène à peut-être un peu effectivement dans les mentalités à se dire il va nous coûter plus cher, ou bien il va être plus dur parce que ce sera dans des conditions avec les populations locales, proches des populations locales, et on aura peut-être une perte de confort. Mais qu'est-ce que la perte de confort par rapport à un surplus d'authenticité ? Là, on est sur quelle est l'expérience touristique que l'on veut. Est-ce que l'on veut dormir dans un 4 étoiles avec un lit king size et de l'air conditionné pour finalement ne pas être dépaysé, ou bien est-ce qu'on veut vraiment faire une rencontre avec l'altérité, rencontrer quelqu'un, rencontrer une population, une société, un pays, une île, et c'est ça qui me semble plus intéressant. Et ce qui est intéressant dans les imaginaires qui peuvent être mobilisés pour ça, c'est qu'il peut y avoir un paradoxe. D'un côté, évidemment, on a tous envie d'une destination, de confrontation à l'altérité, d'être bousculé dans nos codes, pourquoi pas dans notre confort, quitte à payer pour ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'exotisme un peu mal placée aussi ? Oui, alors effectivement, et je pense que, encore une fois, il faut rappeler que le tourisme durable, le tourisme responsable, ce sont des notions occidentales. Ouais. Et donc, pour moi, on est sur une partie de la population qui peut se permettre de faire ce voyage, qui va montrer sa distinction en revenant de ses vacances, en disant j'ai fait un tourisme responsable, un tourisme durable, comparé à d'autres qui vont dire moi j'ai pas eu cette labellisation-là, ou du moins ne pas la mettre en valeur. Et on n'a pas ces populations des pays du Sud qui sont en capacité de dire j'ai fait du voyage tourisme responsable. Donc on est là sur une inégalité flagrante, et c'est une culpabilité, à mon avis, des populations occidentales. On creuse, on veut bien admettre de perdre en qualité de confort pour une authenticité, mais automatiquement, peut-être que la fin, et c'est la question sur comment voyagerons-nous dans 50 ans, peut-être qu'il faut effectivement voyager moins souvent, moins longtemps. Et ça me fait penser à cette remarque de l'économiste et écologiste Jean-Marc Jancovici qui dit nous irons demain moins loin, moins souvent, et pour plus cher. Ouais. Et donc, qui se retrouve effectivement dans ce tourisme. Donc, peut-être qu'effectivement, il faut aller sur moins de voyages. Un photographe animalier qui est Vincent Munier s'interroge effectivement, lui, sur sa pratique de photographe professionnel, et se dit qu'il va faire moins de voyages, moins loin, parce qu'effectivement, ça a un impact sur l'environnement. Ce moins loin, je trouve qu'il est intéressant. Et je trouve qu'il vient résoudre le paradoxe qu'on a levé là dans la dernière question. Et en ça, la crise
lié à la pandémie de Covid est un catalyseur de ces mutations qu'il fallait opérer. Et j'ai l'impression que le levier majeur quand même pour opérer des changements et réduire l'empreinte écologique du tourisme, grosso modo, qui est le problème essentiel, c'est juste d'aller moins loin. Et on le fait. Depuis un an. Et effectivement, on le fait parce il y a eu une pandémie, il y a une pandémie, et effectivement, on a changé nos lunettes, on est passé de ce que je dirais, d'avoir des jumelles ou une longue vue à un microscope où on regarde le proche et on se dit, effectivement, le proche peut être intéressant. On a toujours cette idée de dire, et je pense que des Lyonnais ou des Parisiens ne sont pas montés sur la Tour Eiffel ou ne sont pas allés à Fourvière, alors qu'ils vont, effectivement, sans hésitation, faire un trek au Sahara, et donc, effectivement, le proche a aussi des choses à apporter d'intéressant. On a la Via Rona qui est à proximité de nous, donc un développement écologique et en même temps soucieux des sociétés, avec un développement de la gastronomie à Lyon et dans la région lyonnaise. Donc on a une richesse à proximité, et la France n'est pas la dernière des pays, mais après il faut peut-être aussi la pandémie a servi à ça. La question c'est que va-t-il se passer après la pandémie? Je n'ai pas la réponse. Mais changer ses lunettes, c'est bien. Et le proche a plein de choses à nous apporter. Et le Paris-Nice, train de nuit, viendra dans 15 jours. Là, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et effectivement, et le lent peut être intéressant les croisières sur le Rhône. Il y a une pléthore d'activités. Et les acteurs du tourisme, justement, sont résilients, sont adaptables et s'adaptent comme n'importe qui dans la société. Et proposent d'autres activités. Justement, ce tourisme durable, responsable, ils en sont aussi à l'origine en proposant des types d'activités proches, c'est-à-dire une start-up Odyssey qui propose de faire des voyages en France, un voyage responsable et durable, en lien avec la population locale, un guide de montagne qui vous explique la montagne, vous vivez chez lui pendant une semaine, un séjour, et donc vous avez une expérience authentique et vraiment à 2 pas de chez nous. Donc l'offre est quand même un levier majeur pour que le tourisme responsable devienne une norme et non plus une niche. Si je vous suis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure et vous évoquez un questionnement qui est intéressant. Qu'est-ce qui va se passer quand on va rouvrir les vannes? Oui, alors il y a l'offre, effectivement. Après, il y a aussi des acteurs politiques qui doivent intervenir par une labellisation, des certificats, une mise en commun à l'échelle du monde, à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle de la France, qui interviennent pour définir des cadres. Et notamment, vous évoquiez en début de discussion le low cost. On a un problème, me semble-t-il, sur comment se fait-il que les gens soient intéressés par un Paris-Nice à 20 €, alors qu'effectivement, le train consomme beaucoup moins. Donc il y a une question de prix, effectivement. Mais il faut rappeler que le kérosène, donc le gaz, le carburant des avions n'est pas taxé. Et donc, pour inciter davantage les populations à utiliser, quand c'est pertinent, le train pour des déplacements intérieurs, il faut le faire. Non, c'est intéressant. Est-ce que des restrictions d'accès au site sont aussi des leviers intéressants? Oui, effectivement. Venise a commencé à restreindre son accès au site. Et effectivement, il y a des nécessités. Et effectivement, une notion qui est en train de se développer, c'est la capacité de charge des sites. Et on le voit bien avec le Covid qui désormais nous dit qu'on ne doit pas être un certain nombre à... Plus de deux dans une exposition. Plus de 2 dans une exposition, par exemple. Et donc, cette capacité de charge des sites doit être prise en compte de plus en plus et non plus être, je ne sais pas, 100, 200 sur un temple maya, aztèque, peu importe. Donc, effectivement, tenir en compte de la capacité que le site peut accueillir pour ne pas mettre en danger ce site. Effectivement, parce que le site, et on tombe là sur une notion que j'enseigne aux étudiants, c'est le patrimoine qui est important à conserver et donc à protéger. Et pour cela, il faut aussi le protéger des hommes. Oui, bien sûr. On a bien compris ces 2 leviers-là. Est-ce que, on va attaquer un gros morceau, est-ce que les professionnels du tourisme sont prêts à rentrer dans cette logique, à adopter cette nouvelle approche? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Alors, c'est toujours compliqué parce que d'une part, on n'a pas de statistiques qui puissent nous préciser quelle est la part de la population qui fait du tourisme durable, du tourisme responsable ou du tourisme de masse. Et donc, pour les acteurs
on peut les comprendre. Partir sur cette offre de ce produit touristique peut être compliqué, dépendamment de comment vont réagir leurs potentiels clients. Ça, c'est un premier élément de la réponse. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on a des acteurs de l'économie touristique qui développent des actions pour ce tourisme durable et responsable. En ce moment, on a beaucoup de webinaires en ligne, effectivement. Et à Madagascar, il y a eu en octobre un webinaire sur le tourisme responsable et durable, avec des acteurs comme l'hôtel Radisson, l'hôtel Le Relais, des acteurs politiques qui disent voilà, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a été en capacité de faire pour accueillir le peu de touristes qu'on a pu avoir depuis un an. Et effectivement, il y a des choses qui commencent à être, qui doivent être ancrées et industrialisées, on va dire, ou du moins uniformisées pour l'ensemble des acteurs hôteliers, c'est-à-dire limiter la consommation d'eau, développer des réservoirs d'eau de pluie, ça va être limiter les lessives. Donc ça, c'est des choses pratiques que normalement on devrait tous faire, parce que dans notre vie quotidienne, on est sensible à ça. Et donc à l'hôtel ou dans les hôtels, il faut aussi que les populations soient sensibles à cette... en tant que touriste, si on a 2 serviettes, on n'en utilise qu'une seule comme si on était chez nous. Donc il faut... Le développement durable, c'est pour toute la planète, et le tourisme durable, c'est censé être pour toute la planète. Est-ce que c'est faisable ? On peut s'interroger. Mais ça n'empêche pas d'essayer d'aller vers cette direction-là. Et donc... alors ça, c'est pour l'environnement. Un autre élément, c'est pour l'apport, le côté social, ça va être des acteurs du tourisme qui vont embaucher des populations locales, des populations qui se situent à la marge de la société, pour les réinsérer dans la société. Et donc à ce moment-là, effectivement, le tourisme durable fait son travail en faisant attention à l'environnement, aux populations locales et à l'économie. Et donc on est bien là dans un triptyque qui se tient et qui promeut l'île de Madagascar. Et pour ce qui est des voyagistes, comment on le vend ? Eh bien, alors, pour les voyagistes aussi, à mon avis, c'est un mot que je n'ai pas encore dit, et c'est, à mon avis, beaucoup plus de transparence sur quelles vont être les différentes étapes de mon voyage, comment vont être traités les différents intermédiaires à qui l'agence s'adresse. Et ainsi expliquer qu'il y a peut-être, on a choisi tel label, un label environnemental, un label population en situation de personnes en situation de handicap, etc., qui doivent être davantage mises en valeur pour montrer aux futurs touristes, aux futurs clients, comment son voyage est fait et comment son voyage finalement va permettre à une société, à un pays, à un site de pouvoir prospérer, de pouvoir être protégé. Et comment ça marche à l'échelle de notre territoire, ça ? C'est-à-dire, en tant que voyagiste, comment est-ce que, pour utiliser le jargon des professionnels, comment est-ce qu'on vend la destination France plus pour faire moins ailleurs ? Il faut effectivement vendre toutes les différentes régions que la France a, la gastronomie, l'environnement. Après, il y a une question de choix qui est fait par les touristes, c'est-à-dire que on a vu ce qui a posé problème il y a quelques mois sur les center parks, ces parcs hors sol qui se mettent à pousser comme des champignons et qui posent problème parce qu'ils demandent énormément d'eau, etc., et qu'on peut placer finalement n'importe où. Quel est le retour sur investissement pour la société locale ? On peut le poser la question, moi je n'ai pas la réponse, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a des formes de tourisme qui sont hors sol, qui peut-être doivent être interrogées et qui posent question. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, c'est bien un aéroport aussi pour développer, pour augmenter un flux touristique, un flux de gens, de voyageurs, et effectivement il faut s'interroger quel est le besoin de ça. Moi, un exemple qui est que j'ai rencontré, qui est un des châteaux en région parisienne, pour ne pas citer son nom, à Fontainebleau. On est toujours sur, on veut faire mieux l'année prochaine avec plus de voyageurs, plus de visiteurs. À quel moment on atteint le niveau satisfaisant et qu'on se dit, ça nous suffit ? La Tour Eiffel, on a les statistiques, chaque année, elle ne peut pas dépasser tant de visiteurs. Donc on est bien à un maximum de capacité, c'est optimisé, on s'arrête. Mais il y a certains sites qui sont toujours en constante demande de voyageurs. Et peut-être qu'il faut aussi réfléchir à arrêter de vouloir gagner toujours plus. Et donc aller moins vite, moins loin.
Et ça me fait penser, on peut faire un pas de côté sur l'économie touristique en montagne, Oui. qui cette année et l'année dernière aussi, la saison dernière qui a été écourtée, saison hivernale, et cette nouvelle saison hivernale également. On voit bien à quel point le Covid révèle aussi des capacités de résilience des petits formats touristiques, petites stations, du ski mais sans remonter automatiquement, etc. Des formats plus lents et plus courts, oui. J'ai envie de dire, de tourisme, par rapport à des énormes stations qui, pour autant, étaient des poumons économiques pour des vallées entières parfois, mais qui, du fait de leur gigantisme, sont stoppés. Oui, là effectivement, là on est sur une autre question qui est l'aménagement du territoire et la manière dont on a géré ces stations dans les années 60 avec le plan Racine et autres, où il est question de quelle est la part économique que l'on donne au tourisme comme levier de développement du territoire. Le plan Racine, rappelez-nous. Le plan Racine, c'est 1960 et c'est un plan qui a permis l'aménagement des stations hivernales, notamment alpines, avec des grandes stations de ski comme Avoriaz et compagnie, et qui a amené justement beaucoup. Le but était pas nécessairement, et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, pas nécessairement un touriste de proximité, mais bien un tourisme large qui vienne à ces stations-là. Et là aujourd'hui, on se rend compte que ça marche plus parce que le confinement l'empêche. Et ça a posé problème aussi parce que le tourisme a remplacé des activités économiques, l'agriculture, et donc quand on n'a qu'une seule activité sur un seul site et que cette activité est mise en danger, c'est toute une économie qui tombe. Et effectivement, là, on se retrouve sur un problématique des stations de ski qui se sont uniquement développées sur la pratique du ski alpin. Sont en danger parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de remontée, c'est compliqué. Donc il faut développer une pléthore on va dire un couteau suisse d'activités que sont les randonnées raquettes, le ski de fond et autres, qui permettent de pouvoir avoir une variété de possibilités pour pouvoir proposer aux touristes. Le tourisme responsable, c'est donc aussi l'aménagement du territoire responsable. Autre cas de figure, la Grèce, qui, dans le cadre justement du plan de déconfinement européen des négociations actuellement, pousse pour que le passeport vaccinal soit mis en place, fait des accords avec Israël pour réaccueillir des touristes, parce que c'est une économie essentiellement, particulièrement basée sur le tourisme et qui n'arrive pas à trouver sa source de résilience. Oui, effectivement, et ça amène un problème qui est effectivement grave pour la Grèce, qui n'arrive plus à avoir une alimentation financière, parce que le tourisme, en France, le tourisme, c'est 7 à 8% du PIB de la France, donc certes, il y a beaucoup, c'est important, mais ce n'est pas l'ensemble alors que j'imagine qu'en Grèce, c'est beaucoup plus développé. Par exemple, on a bien vu le cas de Venise, qui a des problèmes de surtourisme et qui là se retrouve en sous-tourisme et qui est, pour les acteurs économiques du tourisme à Venise, mis en danger parce que clairement, ils n'ont pas les touristes qui viennent alimenter. Et donc, on a trop mis l'accent sur le tourisme, on a trop appuyé sur la pédale et on a oublié de voir que le tourisme n'était qu'une activité parmi tant d'autres. Et donc il faut aussi savoir garder mesure et que les populations locales doivent aussi trouver d'autres activités que celles du tourisme. Et effectivement, le tourisme responsable, c'est aussi ça. C'est-à-dire que dans certains pays du Sud, les populations, je pense notamment aux enfants, et là c'est une question dans les pays du Sud, les pays on appelle ça les pays moins avancés, ou les pays en développement, qui ont des problèmes de pauvreté, peuvent souffrir du tourisme. C'est-à-dire que quand les Occidentaux viennent et n'arrivent pas à ne pas donner des petites pièces, des bonbons, etc., ça peut mettre on a l'impression que quand on le fait nous, et je l'ai fait moi, donc je suis coupable, de donner des choses, on a l'impression, on se sent mieux, mais faisant cela, on met en danger une population et une économie. C'est-à-dire que les enfants, au bout de certaines années, auront compris le système et n'iront peut-être pas à l'école, vont développer, ça a été dit par un ethnologue, Franck Michel, vont développer des caries, notamment en Thaïlande, etc. Et donc ça va modifier toute l'économie, alors qu'à la base,
ça partait d'un bon sentiment. Et ça révèle, encore une fois, la carence majeure du tourisme des années 70 jusqu'à dernièrement, du chaînon manquant entre une économie touristique presque autonome qui vient du Nord et l'économie locale. Oui, tout à fait. Passons à un autre gros morceau. Et nous, touristes, citoyens, est-ce qu'on est prêt à voyager moins loin, moins longtemps, moins souvent? On va parler un moment de ça, mais voilà, il y a beaucoup de leviers, je pense, qui sont à saisir. Oui, alors effectivement, il doit y avoir une volonté aussi individuelle, citoyenne, de se limiter dans ses déplacements. Et on a parmi nous certains cas d'amis qui ont décidé d'arrêter de prendre l'avion. On pense à Greta Thunberg, par exemple, qui n'est pas une de mes amies, mais on pense à elle qui est très, très mise en valeur. Mais d'autres gens sont capables de décider de ne plus prendre l'avion. Le Covid a mis en valeur ce développement du numérique. Alors, il faudra quand même signaler que le numérique pose aussi des questions de pollution, etc. Mais moins qu'un avion, certes. Mais il y a certaines pratiques qu'il faudra que l'on change. Le tourisme d'affaires, notamment, auquel je pense, peut-être pourra se faire dorénavant davantage en vidéoconférence que prendre un vol Paris-New York toutes les 2 semaines. Oui, peut-être. Qui représente une énorme quote-part du tourisme. Alors c'est vrai qu'on n'a pas défini le tourisme au final, j'y repense que maintenant, Étienne Fogier. Par tourisme, bon, on entend le principe de se déplacer hors de chez soi pour une destination, pour y être logé et pour revenir après. Oui, d'un point de vue pour une activité récréative, pour une activité de loisir en particulier. Donc ça commence, il faut qu'on sorte de son environnement quotidien, au minimum une nuit, au maximum jusqu'à 1 an. Donc ça, c'était pour le tourisme d'affaires. On comprend bien à quel point il peut être supprimé. Autre levier qui concerne peut-être, qui concerne nous les touristes ou les accueillants aussi, parce que l'économie de plateforme, le capitalisme de plateforme touristique tel que Saskia Cousin, sociologue, le définit, s'est développé, a mis la main sur donc Airbnb, Booking, j'en passe et des meilleurs, ont mis la main sur l'organisation de l'offre touristique et notamment celle qui était informelle, qui se faisait de citoyen à citoyen, chambre d'hôte, etc. Ouais. À quel point, là aussi, il y a quelque chose qui va être métamorphosé? Alors, et c'est intéressant parce que c'est arrivé justement ce mois-ci et Airbnb a fait une annonce justement qu'il voulait aller dans le sens du tourisme durable et responsable. Ouais. Et donc, il va se mettre en contact avec les populations locales, qui va se mettre en contact avec les municipalités de manière à respecter la jauge des habitations proposées par son site. Donc, effectivement, il a bien compris qu'il y a un enjeu qui est là, qui est l'enjeu de ne pas mettre en danger, comme c'est le cas à Venise, où finalement tous les habitants, une grande majorité des habitants de Venise sont partis du centre-ville pour aller sur la terre ferme, pour proposer leurs habitations à des touristes. Et là, ils se retrouvent piégés puisqu'il n'y a pas de touristes. Donc effectivement, c'est un danger et Airbnb commence à le comprendre en allant sur un tourisme plus responsable et plus durable. Et de l'autre côté, effectivement, il faut que chacun d'entre nous pense à son bilan carbone, c'est-à-dire du moment où on sort de chez nous jusqu'à l'arrivée et à son retour et au retour de chez nous, quel est notre bilan carbone, qu'est-ce que l'on a produit, quels sont les dangers. Et effectivement, nous-mêmes individus, nous devons faire attention à la question du plastique notamment. Et puis même, ne serait-ce que... Alors il faut faire attention aussi à ça, c'est-à-dire que certes, certains se disent « je veux faire du tourisme durable et responsable » et en même temps, de l'autre côté, vont aller chercher à négocier pour 5-6 $ ou roupies ou peu importe sur le marché. Et donc là, on est bien dans une ambiguïté totale, c'est-à-dire qu'on fait du tourisme durable et responsable, mais dès qu'on peut essayer de gruger, on n'hésite pas. Donc il faut être, c'est une attention de tous les jours, comme on est tous citoyens, on a tous conscience de notre environnement proche, mais il faut aussi avoir conscience de l'environnement qui est un peu plus méconnu, lointain ou semi-lointain. Donc c'est aussi une nouvelle relation, on parlait de relation tout à l'heure à l'altérité, à l'ailleurs, à l'environnement, mais une relation à l'hôte, oui, à l'accueillant en fait. Oui, effectivement, et il y a le tourisme durable responsable, ça se veut aussi plus proche de la population, en vivant avec eux, en dormant chez l'habitant, par exemple. Et effectivement, ce lien qui se crée
permet justement une meilleure compréhension de ce que c'est que le quotidien des populations. Pour l'avoir vu, en Ardèche, on est sur la vallée du Rhône est un grand circuit touristique pour les Américains notamment, pour les populations japonaises, asiatiques, et qui quand ils viennent, notamment dans des petits villages d'Ardèche sur les plateaux, sont impressionnés, sont évidemment intéressés par un village en pierre jaune, etc. Et vont même jusqu'à rentrer chez l'habitant. Et là, on se dit, mais qui fait ça? Et effectivement, à l'inverse, on a plein d'exemples de populations françaises qui, on le voit sur YouTube, qui vont, parce que c'est l'été, se baigner dans une rivière ou dans un fleuve en pleine ville. Et donc voilà, la question est là. Est-ce qu'un des leviers, du coup, ce ne serait pas de se passer d'intermédiaire entre, alors c'est ce que je cherche à faire, oui. L'expérience du voyage qu'on veut vivre et donc est-ce que le fait de passer par ces plateformes, le fait de passer par des énormes voyagistes, etc., c'est pas aussi symptomatique du problème du tourisme de masse? Alors je pense que ça peut être effectivement une solution et ça va aussi amener les populations, les touristes à être un peu plus en contrôle de ce qu'ils veulent faire et de ce qu'ils souhaitent faire comme type de voyage. Et ça va les amener effectivement à un peu plus de ce qu'était le tourisme au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'à la base, le tourisme qui est né en Angleterre et qui avait pour but, pour l'élite, de voyager en Europe et d'apprendre la maturité, la culture, etc. Et de revenir, d'être un adulte en fait, puisque c'était des jeunes aristocrates. Et là, effectivement, le tourisme durable et responsable se veut effectivement peut-être revenir à cette idée d'origine de revenir avec quelque chose qui est plus que simplement des photos pour Facebook et pour Instagram peut-être. Et peut-être qu'effectivement se passer d'intermédiaires, ça peut être une solution, sachant que certains intermédiaires sont aussi très intéressants par leur sensibilité, puisqu'ils connaissent peut-être mieux le terrain que nous. Et faire certains voyages comme faire la route 66, c'est par exemple très compliqué de le faire seul, à moins de dire j'arrive aux États-Unis, j'achète une voiture et verra qui y vivra. Après, il paraît que c'est tout droit. Après, il paraît que c'est tout droit. Mais effectivement, donc ça peut être ça, mais je pense qu'il faut qu'on soit en fait, c'est cette notion de consomme-acteur. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut, évidemment, quand on est touriste, on est consommateur, mais il faut être aussi acteur. Et ça, on l'est peut-être pas assez, moi y compris évidemment, d'avoir cette position, cette posture de citoyen, de respect de l'environnement, de se dire ce site-là, il est là, il existe, mais il est pas là que pour moi, il est là pour l'ensemble de l'humanité, ou l'ensemble, pour l'instant, des populations riches occidentales, mais certaines populations en ont besoin parce que c'est leur quotidien. Est-ce que vous pensez, même si je vais vous poser la colle du siècle, qu'en tant qu'historien, on arrive, spécialiste des mobilités et du tourisme, on arrive quand même avec cette crise pandémique et le renouveau de l'économie, de l'industrie touristique qui va s'opérer, à un nouveau paradigme dans l'histoire du tourisme? Alors, effectivement, alors moi je pense pas que le paradigme soit là, parce que déjà j'ai du mal à me projeter sur l'avenir étant un historien, et on voit que il n'y a pas de leçon de l'histoire, mais les pistes que donne l'histoire, c'est que ça prend du temps pour arriver à changer des pratiques, pour arriver à changer les mentalités, et certes il faut aller dans ce sens-là, donc il faut pas désespérer, mais le tourisme responsable, le tourisme durable, ça vient du cœur du développement durable, et faut être honnête, on a déjà du mal à le faire chez nous de manière entière. Ça prendra encore quelques années et peut-être plus. Mais encore une fois, il faut aller il faut tendre vers ça. Sinon, effectivement, on peut se poser la question de est-ce qu'il y aura une fin au tourisme. Et encore une fois, là, j'ai pas la réponse, mais il y a une éthique qui est de plus en plus présente. Il faut comprendre que le voyage, c'est des responsabilités pour les voyageurs, pour les acteurs économiques, pour les acteurs politiques, pour l'ensemble en fait du monde qui est touché par ça. Et effectivement, c'est le philosophe Hartmut Rosa qui parle de résonance. Et je trouve que c'est assez intéressant. Il faut être disponible pour raisonner avec le monde et pas seulement avec son monde à soi. Quand on voyage, c'est pour aller voir quelqu'un d'autre ou voir des paysages, mais les paysages ne sont pas hors sol. Voilà, vous en donnez des pistes pour voir comment on voyage dans 50 ans final. C'est un sujet qui est très vaste, on n'a pas pu tout aborder, mais l'essentiel a été dit, je pense. Et effectivement, ça reste
une ambition qu'il faut se donner, encore, comme vous l'avez dit, individuellement et collectivement. Et on verra ce que vont donner les prochaines années. On mobilise les imaginaires, nous, pendant tout un semestre avec Pop Science. On a commencé ici au Musée des Confluences. On prépare une vidéo au Musée Gadagne, parce qu'on a vraiment envie de faire vivre nos musées, autour du marketing territorial et du portrait des villes, en lien avec l'exposition Portrait de ville, en cours au musée. D'autres rendez-vous, la Nuit de la Géographie en avril, en mai, le prochain numéro du Pop Science Magazine, donc sur les nouveaux imaginaires du tourisme. Et bien, belle soirée à tout le monde. Et puis merci. Étienne. Merci à vous. À bientôt.